Linda Gaborio, vous avez été 15 ans à différents titres au CEAD. Vous êtes arrivée en 84 avec une mission de promotion du théâtre québécois vers l'anglais, en anglais, mais vous vous êtes assez vite souciée de soutien à la dramaturgie. Racontez-nous ce volet-là de votre travail. Comment vous avez été un peu la première conseillère au soutien dramaturgique? Ben, en fait, je crois qu'avec l'équipe qui était là à l'époque, il y avait Pierre Macduff au tout début de mon séjour au CEAD et surtout Hélène Dumas. Et certains membres du conseil d'administration, je me souviens par exemple que Gilles Renaud était très très présent et très dynamique. On parlait de modèles d'offrir aux auteurs un soutien dans le développement d'un nouveau texte. Et moi, je leur ai parlé aux membres de l'équipe du modèle américain qui existait un peu aussi en Angleterre, mais il y avait par exemple le New Dramatist à New York, où toute l'idée était d'offrir aux auteurs l'accès aux comédiens, mais en dehors du contexte de la production. Parce que dès qu'il y a un producteur dans le portrait, bien sûr, le producteur peut avoir une idée de la mise en scène, de quel metteur en scène il voudrait ou elle voudrait avoir pour cette pièce, quelle distribution. Et ça peut fausser un peu. Et aussi, une chose qui m'a toujours, et encore aujourd'hui, dans mon travail comme traductrice, souvent les directeurs artistiques vont parler de leur public. Mon public n'aime pas ça, mon public n'ira pas voir ça. C'est quoi cette possession d'un public, hein? Alors l'idée était de créer des possibilités d'interroger et d'explorer le développement d'un nouveau texte avec des comédiens, avec des metteurs en scène, mais en dehors des contraintes d'une vision de production. Et tout le monde était emballé à l'idée qu'on connaissait le modèle. Alors c'est comme ça que tranquillement on a conçu un programme de soutien dramaturgique qui, en plus de la lecture des textes par des gens bien choisis, qui savent lire le théâtre, des gens du milieu, ça c'est depuis le début que le CEAD offrait la lecture par les pairs, hein. On offrait toujours cette lecture par diverses personnes du milieu, mais on avait aussi l'idée qu'il y aurait une personne en permanence qui pourrait coordonner la lecture des textes et savoir à quel moment un auteur pourrait passer à l'atelier avec comédiens et mettant en scène. Mais là, on parle d'atelier autour de la table. Et parfois, on allait jusqu'à la mise en lecture, une lecture dramatique, dans le sens qu'il y avait quand même une quinzaine d'heures de répétition. Alors, c'est les grands volets qu'on a commencé à, si vous voulez, on a décidé d'offrir ça comme programme permanent au CEAD. À partir donc de 85 à peu près? Oui, oui, oui. Voilà. Et en même temps, vous aviez quand même été embauché au CEAD pour développer tout le volet de la diffusion vers le reste du Canada, vers l'Amérique, donc la traduction assez vite. Comment ça s'est imposé, cette nécessité au début des années 80 de traduire en anglais le théâtre québécois? Ben ça, c'était vraiment la vision de Pierre Macduff et Hélène Dumas qui était là à l'équipe permanente du CEAD et il se posait la question, qu'est-ce que nous pouvons offrir à nos auteurs en dehors de ce feedback dramaturgique qu'ils offraient par la lecture ou individuelle, de quoi les auteurs québécois ont-ils besoin pour vivre de leur écriture dramatique? Et bien, l'évidence s'est imposée qu'avec, à l'époque, surtout 2 centres de production, Montréal et Québec, et l'idée que on n'avait pas le même engouement, ça commençait bien sûr, mais on n'avait pas encore le même engouement pour la création, pour la relève et ça.
Donc un auteur avait vite fait le tour de ses sources de revenus. Une production, que ce soit au théâtre d'aujourd'hui ou dans une petite salle, une petite compagnie indépendante, peut-être à l'occasion chez Duceppe ou au Rideau Vert. Et voilà, peut-être ensuite 1 an ou 2 ans plus tard à Québec. Et voilà, c'était fini. Alors, c'était dans cette optique-là qu'ils ont dit, bah, bien sûr, si notre public est de 6 millions environ, et de villes, plus ou moins à l'époque, il faudrait qu'on puisse partager cette dramaturgie en traduction. Et voilà, c'est ce qu'on a décidé d'explorer, comment on a commencé, bien sûr, par nos voisins au Canada anglais, où il y avait, depuis les années, bon, depuis 70 surtout, What does Quebec want? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe dans cette autre culture? Donc, il y avait peut-être un peu de méfiance, mais il y avait quand même une curiosité, une conscience de la culture québécoise comme étant distincte. Alors, le terrain était là pour un dialogue avec les gens du milieu de théâtre au Canada anglais. On a commencé par là. Ensuite, on est allé, j'ai pensé qu'il y avait tellement d'affinités avec le théâtre écossais, le théâtre irlandais, le théâtre gallois, pour les raisons évidentes. Il y a là aussi des gens, même s'ils parlent plus ou moins la même langue, pas le gallois quand c'est en gallois bien sûr, mais le théâtre à Dublin ou à Édimbourg se passe en anglais, mais avec une variation sur le thème de l'anglais qui ressemble beaucoup à notre variation ici, la langue québécoise par rapport à la langue du théâtre à Paris. Alors, il y avait beaucoup de ressemblances qui dépassaient le côté linguistique, la couleur d'une langue régionale, dialecte, appelons ça comme on voudrait. Il y avait aussi des ressemblances politiques et culturelles, parfois catholiques, ex-catholiques, ayant laissé ça un peu derrière. Alors, on a ensuite exploré ces marchés, mais c'était aussi pour retrouver un écho du théâtre québécois ailleurs. C'était pas uniquement la préoccupation d'un éventuel marché revenu pour les auteurs, ce qui est toujours bien sûr important, mais c'était pas l'unique, c'était le dialogue aussi. Et ça a permis de voir que les Belles-Sœurs de Tremblay jouaient en langue écossaise, en anglais écossais. Ça avait exactement le même message universel, je dirais. Ça passait tout à fait culturellement dans cette société-là aussi. Oui, bien sûr. Ben, grâce à la traduction. Grâce à la traduction, et comme on a souvent dit, c'est devenu bon, un cliché, mais c'est tellement vrai que plus une œuvre théâtrale est ancrée et incarnée dans un lieu et dans un moment, dans une société, plus on arrive, paradoxalement, à reconnaître la dimension universelle. Alors le local est ce qu'il y a de plus universel. Linda Gaborio, vous avez traduit près de 85 pièces québécoises, dont celles souvent de Tremblay, de Michel-Marc Bouchard, Normand Chorette, Daniel Dany, Dubois, donc de grands noms, d'auteurs qui écrivent souvent en langue québécoise, justement. Est-ce que c'était un défi particulier? Est-ce que l'enjeu de la traduction du théâtre québécois, c'est vraiment de savoir jouer sur les jeux de langue, les niveaux de langue? Les niveaux de langue comptent beaucoup, beaucoup dans la traduction. Je dis souvent que, et ça c'était une dimension, justement, quand on parlait tout à l'heure de l'Écosse, de l'Irlande, la couleur de la langue et que le public puisse s'identifier avec la couleur de la langue parlée sur scène est une dimension
qui n'existe pas tellement en Amérique du Nord. Ça rend à la limite la diffusion en Écosse ou en Irlande plus facile parce que les gens reconnaissent qu'il y a un amour de la langue. Souvent, je dis que ce que je n'arrive pas à traduire dans le théâtre québécois, et j'en parle avec les auteurs que je traduis, c'est justement qu'il y a un personnage invisible dans tellement de pièces québécoises, et c'est la langue québécoise. C'est la relation avec la langue, la défense de l'identité par la langue, le sens d'appartenir à un lieu précis ici en Amérique du Nord, cette appartenance et cette relation amoureuse avec la langue est un peu perdue en traduction. Ce qui arrive parfois, c'est que les comédiens, les metteurs en scène, les directeurs artistiques au Canada anglais ou aux États-Unis vont dire ces personnages-là parlent beaucoup. Hein. Est-ce qu'on devrait ramasser ça un petit peu, faire de petites coupures? Ce que moi, je résiste toujours parce que je crois que le style de notre théâtre est cette obsession, si on veut aller jusque-là, avec la langue, fait partie de ce que le Québec et les auteurs québécois veulent partager sur scène dans une rencontre avec le public. Et il faudrait que le monde autour ait accès à cette réalité-là aussi, qu'ils en prennent conscience, même si c'est un peu intuitivement de se rendre compte, oui, il y a un théâtre qui joue beaucoup avec le fait de parler, et de parler comme on parle. Alors, bien sûr, gros défi de traduction. Donc, même 30 ans ou 40 ans après le théâtre, l'explosion du théâtre plus identitaire des années 70, le théâtre québécois, pour vous, c'est encore un théâtre de prise de parole, oui. Au sens politique? Au sens politique, pas consciemment, chez tous les auteurs, chez certains toujours, oui. Mais je crois que quand on va se prendre un peu de distance, les auteurs eux-mêmes vont peut-être pas nous dire oui, pour moi ça reste une prise de parole au niveau conscient, mais je crois qu'on verra si on regarde dans 20 ans le théâtre qui s'écrit depuis 10 ans, cette dimension de relation avec la langue comme étant une relation avec la communauté à laquelle on appartient, je crois que oui, il y a une prise de parole. Bon, moi, je suis née aux États-Unis, hein. Je suis arrivée ici à Montréal pour aller à McGill et pour moi, découvrir la culture québécoise. Je suis arrivée il y a 43 ans, j'ai décidé de rester. Et entre autres parce que ça m'a emballée. Voilà une société en Amérique du Nord. On sait à peine aux États-Unis c'est quoi, où est-ce que ça commence, le Canada, et ça parle français. En Nouvelle-Angleterre, je viens de Boston, on sait que ça parle français. D'ailleurs, je ne savais pas que ça parlait parfois anglais dans certaines villes du Québec. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu à quel point une culture avait échappé au melting pot, ça m'a emballée. Et c'était aussi une période d'un mouvement progressiste ici, politiquement parlant. Et aux États-Unis, c'était la guerre au Vietnam. Alors j'étais tout à fait emballée et je suis restée. Mais c'est cette personne-là qui vous parle aujourd'hui en disant qu'à mon avis, ça reste une prise de parole qui a une résonance politique dans le contexte nord-américain. Est-ce que si le CEAD n'avait pas été là pour soutenir tout ce travail de traduction, de diffusion en dehors des frontières du Québec, donc par la traduction en anglais, est-ce que le théâtre québécois se serait développé de la même façon, d'après vous, sans cette ouverture sur le monde et sur aussi un statut un peu plus vivable pour les auteurs?
C'est difficile à savoir, mais je crois que ça a contribué de façon vraiment importante à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a plusieurs auteurs maintenant. Michel Tremblay, bien sûr, et dès le début. Et il avait au début ces traducteurs de Toronto qui ont reconnu son travail. Alors Michel, même avant les projets d'échange du CEAD avec lecture publique à Toronto et ça, Michel avait déjà percé au Canada anglais. Mais les autres auteurs, Normand Chorette, René Daniel Dubois, Carole Fréchette, Michel-Marc Bouchard, tellement de productions à l'étranger maintenant et en anglais régulièrement. Bien sûr, ça permet un dialogue plus large à partir de son art, avec un public plus large, ça permet des revenus. Mais je crois aussi que souvent en parlant avec les auteurs, ils vont vous dire que travailler avec un traducteur ou une traductrice, c'est la lecture, à la fois la plus attentive et la plus critique aussi. Parfois, je vais poser une question à un auteur, je vais dire, mais pourquoi tu as choisi ce mot-là? Il me semble que tu aurais pu choisir ça. Et parfois, la réponse est fascinante et parfois, c'est, oh, en fait, c'est pas le bon mot. J'aurais dû, ou pourquoi tu as répété ça ici? Ah, c'était pas voulu. Alors, c'est comme une loupe, la traduction. Et je crois aussi que dans ces moments d'échange à Glasgow ou à New York, justement ce dont vous avez parlé tout à l'heure, un auteur peut voir ce qui résonne dans son œuvre partout et ce qui reste peut-être plus spécifique à son public québécois, son premier public. Et c'est fascinant comme découverte pour les auteurs en général. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu dans les étapes de ce développement de la traduction au CEAD1? Plusieurs mentions, je pense, la revue Théâtre Québec, les éditions du catalogue Quebec Plays in Translation. Il y a eu plusieurs moments et les échanges, évidemment, pendant 10 ans au moins avec le Playwrights Workshop Montréal entre le CEAD et cet organisme-là. Alors, comment ça s'est articulé tout ça? Vous étiez au centre de tous ces développements successifs. Ici, avec Playwrights Workshop Montréal, étant un organisme qui partageait les mêmes objectifs pour les auteurs dramatiques, mais ici à Montréal, il y avait bien sûr un désir de dialogue. C'était facile de s'asseoir avec eux et dire, bon, on va voir comment on peut faire connaître nos auteurs des deux groupes dans l'autre milieu, ici à Montréal même. À Toronto, on a fait pendant 10 ans un événement annuel avec Factory Theatre, très très important. Parce qu'ici à Montréal, surtout à l'époque, il y avait moins de producteurs anglophones. Il y avait le Théâtre Centaure, plus ou moins résolument fermé au théâtre québécois pendant une vingtaine d'années. Donc, même si entre collègues avec Playwrights, on pouvait avoir un dialogue intéressant, ça ne débouchait pas aussi facilement à la production. Alors, c'est pour ça qu'on a imaginé ce partenariat avec Factory Theatre. Jackie Maxwell, intéressant. Jackie Maxwell est née en Irlande du Nord. Souvent, j'ai trouvé que les gens les plus curieux au Canada anglais, je ne devrais pas dire ça, mais c'est la réalité, venaient d'ailleurs. Bon, c'est une observation qui vaut ce qu'elle vaut. Mais Jackie sentait tout de suite, elle répondait à l'effervescence du théâtre québécois et à l'esthétique qui était teintée, influencée par une esthétique
plus européenne que le théâtre naturaliste nord-américain. Tout ça l'attirait beaucoup. Et bien sûr, étant irlandaise du Nord, mais de l'Irlande, l'amour de la langue lui plaisait énormément. Alors, on avait une alliée fantastique avec elle et on a fait plusieurs, je crois, une dizaine d'années d'échanges avec Factory Theatre. Et entre autres, ça a débouché à la production et ensuite au film, au long métrage des Feuillettes. C'était un des premiers textes, sinon le premier. Et c'était une belle aventure parce qu'on a décidé de faire un extra avec ce texte-là qui est si fabuleux au niveau de l'esthétique théâtrale. Théâtre dans le théâtre, des hommes qui jouent des femmes. Alors on a décidé, des personnages féminins, on a décidé d'amener toute l'équipe de la création originale avec André Brassard à Toronto pour faire la lecture en anglais. Et c'était un grand succès parce que bien sûr, ils avaient l'esthétique dans le corps et ils avaient aussi bien sûr denté les personnages. Mais je me souviens que René Richard Cyr, qui ne parlait pas un mot d'anglais, avait presque appris comme un singe. Alors, il était rouge, tomate. Il devait jouer Bilodeau, mais il était fantastique en lecture. Mais à la fin, il était vraiment... Mais on a fait plusieurs, en général, et ça c'est le principe aussi, c'est les comédiens de Toronto qui faisaient les lectures avec une dizaine d'heures de répétition. Parce que la formule, bien sûr, normalement, c'est de faire connaître nos auteurs au plus grand nombre du milieu visé. Vous avez aussi au CEAD organisé, en plus de ces échanges, des résidences de traduction et des séminaires de traduction. Pouvez-vous nous en parler un peu? Moi, j'étais impliquée dans les premières résidences. On en a fait à Tadoussac, dans la belle maison de Bill Glasgow, qui était justement un des premiers traducteurs de Michel Tremblay. Et là, on avait... l'idée était de pouvoir offrir aux auteurs et aux traducteurs qui allaient se rencontrer autour d'une pièce, de se rencontrer littéralement et de passer un moment pour que le traducteur puisse vraiment creuser un peu sa connaissance des intentions de l'auteur, comment il voyait la relation de son type de théâtre avec le public, quelle sorte d'impact, de relation, de dialogue avec le public visait-il et tout ça. Alors c'était de très très beaux moments. On en a fait aussi à Orford. On a commencé avec Canada anglais et Québec. Ensuite, on a fait Irlande et Écosse. Alors les auteurs venaient et les traducteurs écossais de textes québécois venaient ou un auteur. Plusieurs ont été joués ici à La Licorne par la suite, les auteurs écossais ou irlandais qui ont été traduits pendant ces résidences-là, ou principalement, c'est-à-dire le travail du traducteur est plus long que 2 semaines. Mais... Donc, ces résidences et ces échanges ont permis de créer tout un réseau de contacts, des liens réels qui se sont poursuivis entre auteurs, traducteurs, même comédiens des différents milieux. Oui, oui. Vous l'avez constaté? On l'a constaté. Il y a plusieurs relations de traducteurs qui durent. Ce sont de bons ambassadeurs pour ces auteurs ou pour le théâtre québécois en général. Les comédiens aussi, parce que les auteurs québécois écrivent, c'est du bonbon pour les comédiens. Parce que bon, il y a certains auteurs aux États-Unis maintenant aussi où les comédiens ont envie, mammoth pour la langue et tout ça, mais les comédiens ont envie de mordre dedans.
Mais ça, c'est un autre aspect du théâtre québécois qui est vraiment unique, je crois. C'est ce que les auteurs offrent aux comédiens comme défi, à plusieurs niveaux, pas seulement la langue, mais parfois par la structure musicale, dans le cas de quelqu'un comme Normand Chorette, c'est des partitions. Et c'est un autre registre que le comédien doit apprivoiser. Ou très physique, parfois, avec cette présence du théâtre gestuel qu'on a au Canada, au Québec aussi, avec Carbone 14, Robert-Leplage, bien sûr. Est-ce que vous diriez que c'est un théâtre souvent moins cérébral que le théâtre européen, par exemple? Je ne vois pas assez de théâtre européen pour vous répondre. C'est pas mal, il y a beaucoup d'idées aussi, et beaucoup de rhétorique parfois dans le théâtre québécois, ce qui le rend distinct d'un théâtre nord-américain plus naturaliste. En Europe, souvent, le théâtre est devenu le domaine des metteurs en scène depuis 2-3 décennies. Les grandes signatures sont les signatures des metteurs en scène. Et ça, je crois qu'on a des metteurs en scène incroyables au Québec, mais qui travaillent avec des auteurs qui ont des signatures aussi importantes. Et ça fait un théâtre exceptionnel, bien sûr. Si je vous demandais, après toutes ces années passées au CEAD ou pas très loin du CEAD, quel est le plus beau souvenir que vous ayez gardé comme femme de théâtre, traductrice de théâtre, et qui soit lié au CEAD? Je crois que les 20 ans, les 20 lundis, étaient un grand souvenir pour Hélène Dumas et moi. On a eu cette idée de comment impliquer des comédiens, toujours la même question, faire la promotion du théâtre par la rencontre avec comédiens et metteurs en scène et directeurs artistiques en dehors de Montréal, où est le siège social du CEAD. Alors on a eu cette idée folle et à un moment donné on s'est dit, pourquoi d'avoir 20 ans 85-86, aux 20 c'est ans ça, du CEAD. Voilà, les 20 ans du CEAD, on a fait 20 lundis dans 20 théâtres différents à travers la province. Et l'idée était soit une ou deux pièces en lecture publique, ou dans certains cas, on avait des lundis plus thématiques. Mais l'idée était d'attirer l'attention des publics de ces 20 compagnies de théâtre au travail des auteurs. Parce que quand on voit une pièce, le spectacle peut dominer sur le texte pour quelqu'un qui est un spectateur occasionnel peut-être. Alors on a décidé de provoquer ces rencontres dans toutes les régions qu'on pouvait, trouver un partenaire. Et rendu, je crois, à la 10e, la 11e édition, on s'est dit, est-ce qu'on va se rendre jusqu'à la fin de l'année? Hélène et moi, parce qu'on allait assister à chaque lundi. Mais ça, on était fiers, on était très fiers. Et je crois que c'était une des premières activités organisées avec l'intention d'assurer la collaboration entre le CEAD et des compagnies qui n'étaient pas nos voisins ici à Montréal. Et je suis fière de ça, et il y avait des moments fantastiques. Quand je me souviens de certaines lectures qui étaient... Brassard a dit à un moment donné, il va falloir qu'on arrête ça, là, parce que ces lectures sont meilleures que les productions. Assez, mais il y a eu effectivement de très beaux moments. Et les publics répondaient bien? Oui, évidemment. oui.